Bienvenue sur votre émission dominicale Week Echo, la première de cette nouvelle année 2021. C'est un Week Echo spécial consacré exclusivement au discours sur l'état de la nation du chef de l'État. Message prononcé mardi dernier devant la représentation nationale. Un discours bilan au cours duquel les réussites notées dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement ont été mises en exergue. Du secteur de la santé, en passant par l'énergie électrique, l'eau potable, les infrastructures routières, l'éducation et le secteur économique, eh bien, pour le chef de l'État, le Bénin va plutôt bien et il y a des raisons de s'en satisfaire. Mais est-ce que cet avis est vraiment partagé de tous les Béninois? Regard critique de deux confrères tout à l'heure dans le décryptage. Et dans le dossier de la semaine, vous le savez, l'analyse va se poursuivre, comme je le disais, c'est un Week Echo spécial. Nous aurons le point de vue d'un économiste. Il va apprécier les avancées observées, les reculs probables et les points sur lesquels il faudra agir pour assurer le bien-être économique à tous les Béninois d'ici les prochaines années. Ne zappez donc pas, Week Echo, ça démarre tout de suite et c'est le mini-journal avec à la présentation Alessandra Jotan. Madame, Monsieur, bonjour. C'est avec beaucoup d'énergie et surtout du plaisir que nous vous retrouvons en cette nouvelle année. Dans ce mini-journal, nous reviendrons pour l'essentiel sur des constats réalisés courant les derniers jours de l'année qui s'est achevée. À Cotonou, certains carrefours stratégiques de la ville sont aux couleurs des fêtes de fin d'année. 2020 a été particulièrement une année difficile pour tous en raison de la pandémie de la COVID-19. Cette crise a-t-elle des impacts sur ces fêtes de fin d'année? Nadège Soni et Calvador Arwanou sont allés faire le constat. Cotonou à quelques jours du Nouvel An. L'ambiance dans la ville en cette fin d'année 2020 n'est pas celle qu'on retrouve habituellement en cette période de l'année. Pas de stand de vente de boissons, d'amuse-gueule ou d'autres gadgets annonçant les couleurs pour les fêtes aux abords des grandes rues. Seuls les carrefours ont été pris d'assaut par certaines structures pour émettre des enseignes lumineuses et mieux faire connaître leur structure. La COVID-19 n'a pas affecté que la santé des populations, elle a aussi eu par endroits des impacts sur la célébration des fêtes de fin d'année. Le Covid-19 a ralenti un peu la fête concernant les distractions pour aller à la plage, aller dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, tout ça s'est coupé. Ce n'est pas de cette manière que les Béninois fêtaient. D'abord, ça a eu d'impact sur toutes les activités économiques au pays. Donc du coup, le pouvoir d'achat a baissé. Et sans l'argent, on n'arrive pas à bien fêter. Les gens ont fait avec. Il n'y avait pas eu d'ambiance dans la ville. Vu aussi que le gouvernement n'a pas encore levé les mesures préventives contre la COVID-19, les gens n'ont pas pu fêter. Il n'y a pas d'attroupement, il n'y avait pas de lieu de fête ouvert. Voir l'année nouvelle, malgré les moments difficiles traversés au cours de l'année qui s'écoule, est une grâce pour certains. Il faut donc oublier la pandémie pour un court instant. Bon, en réalité, la COVID-19 n'empêche rien. De mon observation, que les Béninois sont un peu têtus. Ils s'en fichent de Covid-19, la fête continue, il y a beaucoup d'ambiance. Les gens jubilaient, l'ambiance était vraiment impressionnante. Bon, malgré la Covid, ce que moi j'ai constaté chez moi, dans ma zone, tout ça, là, les gens ont bien fêté. Hein. Ils l'ont bien fait, puis c'était passé normalement comme on le faisait avant. Quoi. Les Béninois souhaitent vivement la fin de la pandémie en 2021 pour une relance effective des activités économiques afin de célébrer 2022 avec plus d'engouement.
Ambiance dans les ateliers de couture quelques heures avant l'entrée dans la nouvelle année 2021. Les tailleurs et brodeurs s'affairaient seulement autour de quelques commandes. Résultat, pas de nuit blanche devant les machines dans la plupart des ateliers de couture sillonnés par l'une de nos équipes de reporters. Les précisions dans ce reportage signé Wenceslas Arouaimon, Patrick Adiagbodjou. Victor est le patron de cet atelier de couture situé à Jéricho, à Cotonou. Depuis le début du mois de décembre, il a reçu une centaine de commandes de vêtements. À l'œuvre, plusieurs dizaines de coupons de tissu à coudre. Certains sont déjà prêts à être livrés aux clients. Ici, son rythme de travail n'a pas changé en cette période de fête. Vous constatez qu'il n'y a pas d'affluence. Les tenues sont cousues, mais pas de retrait, contrairement à l'année dernière. Même ambiance et même son de cloche ici à Abomey-Calavi, chez Archil. Toutes les machines fonctionnent sans arrêt. L'équipe est à pied d'œuvre. Certaines commandes sont déjà prêtes à être livrées. Nonobstant cette ambiance qui annonce les fêtes, ce couturier n'y trouve pas son compte. Ce qui se passe avec nous, c'est au niveau de l'argent, parce que les gens amènent tissu bien, mais quand tu demandes avance, tout le monde dit « Ok, si tu finis, je vais te rembourser, je vais te payer ». Mais tout le monde ne vient même pas chercher les tenues. Si vous regardez dans mes armoires maintenant, les tenues sont plein là. Des tissus prêts à porter et d'autres déjà emballés qui n'attendent que leurs propriétaires qui se font toujours désirer. Les gens ne sont pas motivés à sortir pour acheter et venir passer commande. Les gens viennent porter les tenues, demandent combien tu fais ça, je vais revenir payer. Les gens ne viennent pas. Les clients n'ayant pas d'argent n'acceptent pas les prix de la main-d'œuvre. On fait avec. Il en existe qui ne reviennent plus retirer leurs commandes alors qu'ils n'ont même pas payé les avances. Cette période de fête de fin d'année, qui devrait être très juteuse pour les tailleurs et couturiers, est incomparable à celle des années antérieures. Malgré la rareté des clients, ils se disent toutefois prêts à recevoir de nouvelles commandes et passer des nuits blanches s'il le faut pour satisfaire la clientèle. Loin de l'ambiance des fêtes, Madame, Monsieur, parlons tourisme et développement dans ce mini-journal. Le Bénin dispose de plusieurs monuments qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Mieux les entretenir serait gage de nombreuses opportunités touristiques pour le Bénin et pourquoi pas de leur inscription au patrimoine de l'UNESCO. Sites et monuments du Bénin, c'est un reportage de Louis Koudogbo et Baudelaire Kanchedi. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention de techniciens qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments. Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO,
le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Ce sera tout pour ce mini-journal. Madame, Monsieur, Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Alessandra Diotan. Et sans plus tarder, à présent, c'est la revue de presse économique. Bienvenue à ce premier numéro de la revue de presse économique de l'année 2021 sur Week Eco. Le Bénin va disposer bientôt d'un compte unique du Trésor. C'est une réforme pour le contrôle de la liquidité de l'État, nous apprend La Nation dans sa parution du mardi 29 décembre 2020. Selon le Canard, cette réforme en cours devrait permettre d'avoir une vue d'ensemble en temps réel des avoirs liquides de l'État et d'améliorer le contrôle des dotations budgétaires. Visant la centralisation au compte unique du Trésor, la dite réforme a aussi pour finalité une gestion optimale de la trésorerie et une maîtrise de la charge de la dette. La Nation nous informe également à la page 2 de sa publication que les allocataires de bourses de l'État sont tenus de servir leur pays. L'auteur de l'article précise que le Bénin s'est doté à cet effet d'un cadre juridique susceptible de favoriser un retour sur investissement des bénéficiaires des bourses d'études et de stages sur fonds propres de l'État béninois ou par l'intermédiaire de ses partenaires à travers la coopération internationale. La loi portant insertion et réinsertion professionnelle des allocataires de bourses d'études et de stages en République du Bénin s'applique aux allocataires des bourses nationales pour des études dans les écoles inter-États, aux allocataires des bourses nationales d'excellence pour des études universitaires au Bénin et hors du Bénin. La presse nationale s'est intéressée aussi à l'adoption au Parlement de la loi organique de la Cour des comptes. Fraternité a relayé l'information dans sa parution du jeudi 31 décembre 2020 et titre « Adoption au Parlement de la loi organique de la Cour des comptes, un pas de franchi pour la bonne gestion des fonds publics ». Selon le journal de Ménotin, par ce acte, les députés ont dégagé leurs responsabilités quant à l'installation de cette cour qui est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des comptes publics. Au sujet du nouveau code des marchés publics, la presse du jour nous informe que le gouvernement hâte son application. Pour rendre opérationnelle la loi portant code des marchés publics en République du Bénin et assainir les marchés publics béninois, plusieurs décrets ont été adoptés par le gouvernement. Les 10 décrets portent attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics, de la Direction nationale des marchés publics, de la personne responsable des marchés publics et de la commission d'ouverture et d'évaluation des cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin. Fin de cette revue de presse économique, à dimanche prochain. Et comme vous l'avez suivi dans la revue de presse, le discours sur l'état de la nation du chef de l'État a été abondamment relayé. Nous, ici aussi, on fait le décryptage sur ce sujet.
Et sur ce plateau, avec moi pour le décryptage, je reçois Moïse Dosoumou. Moïse, bonjour. Bonjour Ilvaïus. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. À côté de Moïse, je reçois Moutiou Adjibi Nourou. Bonjour. Bonjour Ilvaïus. Comment tu vas? Ça va. Alors, Moutiou, vous avez certainement suivi également le message du chef de l'État qui a eu lieu mardi dernier. Et il y a un an, il disait que notre pays allait de mieux en mieux. Et aujourd'hui, il dit que le Bénin va plutôt bien. Avez-vous la même impression que le chef de l'État? Alors, déjà, cette expression de « va plutôt bien », je pense que le chef de l'État l'a bien trouvé parce qu'on ne peut pas dire que le Bénin va mal quand on le compare à d'autres pays. Ouais. On ne peut pas non plus dire que le Bénin va très bien. Voilà. Les réformes sont toujours en cours et je pense que tant que les réformes ne sont pas arrivées à leur terme, n'ont pas donné le résultat final voulu, aucun gouvernement ne peut se hasarder à dire « oui, aujourd'hui le Bénin va très bien ». Donc je pense que c'est dans cette logique-là que le chef de l'État a dit que le Bénin va plutôt bien. Alors, quand on jette un regard dans le passé, quand on évalue aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui, par rapport à là où on était en 2016, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a eu un changement? Oui, le changement s'est noté à plusieurs niveaux, parce que sur certains points, des analyses vous montreront que oui, nous avons peut-être reculé, mais sur d'autres points, nous avons considérablement évolué sur le point dans le secteur des infrastructures routières, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de l'agriculture et même dans le secteur, entre griffes, très critiqué du social. Je pense qu'il y a eu des améliorations notables suite aux réformes engagées par le gouvernement, en fait. Alors, on va revenir sur tout ce que le chef de l'État a dit. Moïse, d'après vous, le chef de l'État estime que le Bénin tient le bon bout. Je crois que ça fait partie des messages forts qu'il a lancés. Le Bénin tient le bon bout dans tous les domaines. Non, dans tous les domaines, je ne pense pas. Non. Lui-même a d'ailleurs avoué dans son message qu'il y a certains domaines clés, des domaines vitaux, ça ne va pas du tout malgré les efforts. Donc venir dire après que tout va bien et qu'on tient le bon bout partout. Oui, bon, on tient le bon bout ne veut pas dire que tout va bien, mais c'est qu'on est quand même sur la bonne voie. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on est sur la bonne voie partout. Je n'ai pas cette impression. Il y a des secteurs dans lesquels on peut estimer qu'il y a vraiment de grandes avancées. Encore que. Il y en a d'autres où on a stagné. Il y en a d'autres où on a reculé. Et quand on voit les secteurs, on a stagné, on a reculé, moi je considère tout ça comme un recul. Là, on a avancé, c'est bien, mais j'ai dit encore que parce que là encore, il y a un souci de transparence à ce niveau. Si vous permettez, on peut y aller détail par détail. Allez-y. Quand on dit qu'on a avancé, par exemple, quand on prend les secteurs de l'eau, de l'électricité, des infrastructures routières, des infrastructures marchandes qui sont en cours d'érection, c'est une grande avancée. Il faut être avec pour ne pas le constater. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a un manque de transparence à ce niveau pour un gouvernement qui prône justement le retour aux valeurs, qui prône la lutte contre la corruption et tout le reste. Combien tout ça a coûté? Les chantiers, en l'occurrence, les chantiers routiers par exemple, tel axe qui quitte un point A pour un point B a coûté combien? Comment est-ce que le marché a été effectué? À quelle est l'entreprise? Oui, mais normalement, ces informations doivent être disponibles. Est-ce que vous vous êtes rapproché de... Je n'ai pas besoin de me rapprocher pour ça. Ce sont des informations publiques. Et il revient au gouvernement de les rendre publiques. On n'a pas à le solliciter pour cela. Nous n'avons que des chiffres globaux. Et même en termes de chiffres globaux, il y a toujours des nuances. On vous dit que ça, c'est tel chiffre pour tel moment. Après, il y a tel chiffre. Donc, je pense qu'il y a un souci de transparence pour tous ces grands travaux qui ont été réalisés. Mais si on prend juste l'aspect réalisation, l'aspect physique, c'est une avancée. Mais les dessous, moi, je me pose beaucoup de questions. Vous vous posez des questions aussi? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu certains secteurs où on a noté certaines avancées et d'autres où on a noté, on va dire, un certain recul ou une stagnation pour rejoindre mon confrère. Et l'un de ces secteurs-là, justement, c'est au niveau de l'accès aux données, à des données fiables, ouvertes, transparentes par rapport aux réalisations du gouvernement. Et il l'a bien rappelé tout à l'heure, physiquement, quand on marche dans les rues de Cotonou, dans les rues du Bénin aujourd'hui, on note un certain changement dû aux travaux engagés par le gouvernement. Mais pour ce qui est de voir ce que ces changements ont impliqué, ont coûté, ce qui a conduit à ces changements-là, c'est de plus en plus difficile
Mais non, ce que je me dis, c'est que normalement, ces informations, quand on cherche à l'avoir, on peut se rapprocher du service, peut-être du ministère de l'économie et des finances, pour savoir un peu plus sur combien est-ce que tel chantier a pu coûter aux contribuables. Oui, sur ce point-là, le gouvernement va vous avancer, ou plutôt les décideurs vous avanceront des chiffres globaux. À vérifier en fait, des chiffres difficiles à vérifier. Et parfois, on se retrouve dans une posture où on est obligé en fait de prendre pour argent comptant ce que le gouvernement nous a dit. Et je comprends certains confrères quand ils disent que oui, ils n'arrivent pas à vérifier les chiffres là. Ça, je pense que c'est un véritable problème qu'il faudra corriger. Quoique le gouvernement a fait également des efforts dans ce domaine aussi. Je pense qu'il y a des données qui ont été en griffe numérisées pour les rendre un peu plus accessibles à tout le monde. Et voilà, je pense que ça aussi, c'est quelque chose à souligner. Mais il y a encore beaucoup de boulot sur ce point-là. Alors, on va démarrer, on va y aller peut-être par ce qui a marché. Le chef de l'État a expliqué dans son discours que l'environnement économique dispose désormais des atouts permettant l'investissement national et international créateur de richesses et d'emplois. Il y a... je pense que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, nous avons un peu parlé des entreprises, de l'amélioration du climat des affaires et tout ça. Aujourd'hui, pour reprendre les mots de mon confrère, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a des choses qui se font dans les villes du Bénin. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en griffe le Bénin en chantier, comme on le dit. Quand le pays est en chantier, c'est clair que les autorités vont employer de la main-d'œuvre locale. Tout ça contribue à l'amélioration du secteur de l'emploi, à une réduction du chômage. Maintenant, la question, c'est de voir combien de personnes sont impliquées dans... On a eu des chiffres récemment du côté de l'INSAE. Oui, et l'INSAE même vous dira que malgré qu'on dise que le taux de chômage est en train de baisser et tout, il y a encore beaucoup de personnes qui sont en situation de sous-emploi. Et ça, je pense que les chiffres dessus montrent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est vrai, le taux de chômage est en train d'être amélioré. Ça reste élevé, mais c'est en train d'être amélioré. Mais il y a également le problème du sous-emploi auquel il faut s'attaquer. Alors Moïse, de quoi est-ce qu'on peut être véritablement fier sur le plan économique ? Je ne sais pas. C'est le gouvernement qui peut vous le dire. Sinon, moi, je n'ai pas noté de motif de fierté particulier sur le plan économique. Voyez les créateurs de richesses. Qui sont-ils? C'est vrai qu'aujourd'hui, en quelques heures, vous créez votre entreprise. C'est fabuleux, c'est bien. Mais en même temps qu'on nous dit que telle année, disons 1 million d'entreprises ont été créées, on nous montre ces chiffres flatteurs-là. Sur les 1 million-là, combien d'entreprises sont restées ouvertes, combien ont fermé? On ne dit pas ça. C'est là où je dénote encore un souci de transparence, de clarté dans l'affaire. Oui, mais est-ce que ça se fait dans d'autres pays? Ça doit se faire. Le fait de créer une entreprise, c'est rien du tout. C'est plutôt le fait maintenant de la maintenir en activité sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait de créer. Tout le monde peut se lever du jour au lendemain et créer une entreprise. Mais comment faire pour la maintenir à flot? Pour recruter du personnel, créer de la richesse et payer l'impôt, tout ça, c'est ça qui est déterminant. Sur ces chiffres-là, c'est de ça qu'on a besoin. Mais on ne nous dit rien sur ça. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a un problème. Quand je prends tout le secteur économique, le secteur de l'emploi, ce discours-là, le 5e du chef de l'État sur l'état de la nation, devait être un discours bilan. On devait noter, voir des chiffres flatteurs très encourageants. Mais je suis peiné de constater que lui-même jette plutôt des perspectives après 5 ans. Oui, mais parce que tout n'est pas encore fait. Justement, non. À ce moment, on ne parle plus de perspective. Il devait nous dire, dans tel secteur, voilà ce qu'on a fait. Dans tel autre, voilà ce qu'on a fait dans tel. Mais on nous dit carrément sur le secteur de l'emploi dont vous parlez, je dis bien. Qu'est-ce qu'il nous a dit à ce niveau-là? Que malgré tous les efforts, que le secteur de l'emploi, que ça reste encore très préoccupant. Oui, mais ça reste préoccupant pour tous les gouvernements, pas que le Bénin. Non. Nous parlons du Bénin, moi je ne parle pas d'autres pays. Oui, mais nous sommes venus d'écouter le discours du chef de l'État qui a parlé de l'État du Bénin. Oui. Et lui, quand il prenait le pouvoir, nous a dit qu'au niveau de l'emploi, il y a un grand changement. 5 ans après, le même constat que sur ce plan, malgré tout ce qu'il a investi, tous ces efforts, que c'est toujours très préoccupant. Oui. Et là, je me dis, mais quand on parle d'emploi, on parle de la jeunesse. Oui. Qu'est-ce qui donne de la valeur à la jeunesse si ce n'est une activité qui lui rapporte de l'argent? Et quand on parle d'emploi, moi je ne parle pas de sous-emploi, je ne parle pas d'emploi précaire, je parle d'emploi stable, valorisant, qui vous donne droit à un certain épanouissement. Où sont ces emplois aujourd'hui? Combien d'entreprises nouvelles
ont été créés, ont recruté à flot du personnel à qui ces entreprises paient des salaires intéressants. Combien de nouvelles entreprises, de jeunes entrepreneurs sont sortis de l'ornière et ont pu à leur tour recruter d'autres personnes à qui ils paient justement un salaire conséquent. C'est ça le vrai problème. Si sur le plan de l'emploi, lui-même reconnaît que c'est très préoccupant. Mais pour régler ce problème, il y a le préalable qu'il faut faire. Le préalable, c'est de baliser le terrain. Le préalable, il ne nous a pas dit en 2016 qu'il allait passer le quinquennat à baliser le terrain. Il nous a dit en 2016 que beaucoup d'emplois seraient créés et que ce problème-là serait réglé. Et beaucoup d'emplois ont été créés. Moi, quand j'ai vu ce discours, la première chose qui m'a marqué, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est que plutôt que de nous dire que oui, les 5 ans lui ont permis de faire telle ou telle réalisation, le chef de l'État a plutôt montré qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Je pense que quand on lit le discours, on se dit que finalement, en fait, 5 ans, ça ne suffit pas pour transformer le Bénin. Ben évidemment, voilà. 5 ans ne peut pas suffire. Et moi, la première chose que j'ai saluée à ce niveau, c'est que le discours n'a pas été un discours dire que oui, tout s'est bien passé, quitte à camoufler les chiffres et tout ça. Mais le discours a été juste. Oui, nous avons fait certaines choses, mais à la fin, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et dans le secteur de l'emploi, oui, c'est peut-être à déplorer. Il n'y a pas eu les changements espérés et tout, mais ce n'est pas par manque de réformes. Moi, quand je vois le programme d'insertion dans l'emploi que le gouvernement a mis en place, moi, c'est une initiative qui m'a beaucoup plu, dont je suis fier. Et quand je vois par rapport aux entreprises, le fait que le gouvernement met en place certaines incitations fiscales pour permettre aux entreprises de rester quand même pérennes. Même s'il ne peut pas, personnellement, le gouvernement ne peut pas s'assurer que toutes les entreprises restent pérennes jusqu'à la fin. Je pense que c'est également une initiative à saluer. Maintenant, c'est clair que ça n'a pas suffi et que ça n'a pas apporté les résultats escomptés. Donc, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ici, justement, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est qu'évidemment, il y a ces chocs exogènes qu'on n'a pas prévus. La fermeture des frontières du Nigeria, la crise pandémique et de la Covid-19 également. La fermeture des frontières a effectivement ébranlé beaucoup de personnes qui en dépendaient pour leurs revenus. Malheureusement, je pense que le fait que ça ne se soit pas vraiment fait ressentir sur le secteur, sur la croissance économique, parce que je pense que ça a juste baissé de 0,2%. Le fait que ça ne se soit pas vraiment répercuté sur la croissance économique a fait penser qu'en fait, la fermeture des frontières n'avait pas agi sur les gens. Mais en réalité, quand vous allez voir les bonnes dames qui dépendaient de ce secteur-là, elles vous diront qu'elles ont perdu des millions de francs CFA de marchandises et tout ça. Donc, il y a eu ces chocs-là. Il y a eu bien sûr le choc de la Covid-19, mais on pourrait se dire que ces chocs-là n'ont pas commencé en 2016 en fait. Et que le gouvernement... En 2019 ou en 2020 Oui, 2019 pour la fermeture des frontières et fin 2019 pour le coronavirus. Donc, on pourrait se dire que qu'est-ce que le gouvernement a fait durant tout ce temps-là? Moi, je pense que c'était peut-être trop demandé de vouloir que le gouvernement résorbe le problème du chômage en 5 ans. Et ils se sont rendus compte qu'en 5 ans, ça ne pouvait pas se faire. Maintenant, il reste à dire que les balises ont été posées, comme vous le disiez tout à l'heure, pour une amélioration. Je pense que le programme d'insertion de l'emploi, s'il se poursuit, aura quand même véritablement des retombées. Ce n'est pas trop demandé que le problème de l'emploi soit résolu. Ce n'est pas nous qui avons demandé. C'est eux qui ont dit ça dans leur PAG qu'en 5 ans, ils vont faire ça. Donc ce n'est pas nous qui avons demandé. Mais quand on sait que chaque année, les gens sortent sur le marché, chaque année, il y a des demandeurs. Ils ne savaient pas ça quand ils ont dit qu'en 5 ans, on pouvait faire tout ça. C'était des choses qu'on ne savait pas. Est-ce que c'est des informations nouvelles qui sont venues comme ça, qui sont tombées comme un cheveu sous la soupe? Oui, l'ambition est une chose. Justement. Donc, vous parlez d'ambition. Voilà, justement, il y a eu ces chocs exogènes de fermeture des frontières, par exemple. Le discours officiel par rapport à ça, c'est quoi? Non, c'est rien du tout, notre économie est résiliente, on peut s'en passer. C'est pas ce qu'on nous a dit. Donc, parce qu'il ne fallait pas paniquer également les Béninois. Non, le discours officiel a dit que ça, c'est rien du tout, que nous sommes résilients, nous sommes plus puissants, donc on peut oublier. Et par rapport à la Covid-19, le discours officiel disait quoi? Qu'en matière de stratégie, en matière de repos, nous sommes parmi les meilleurs dans le monde. Donc ne parlez pas non plus de ça comme des chocs exogènes. Non, parce que ce sont des chocs exogènes, puisque ça n'a pas été prévu dans le budget. Ceux qui doivent présenter ces événements comme des chocs
les ont minimisés, les ont banalisés. Donc ce n'est pas à nous de les considérer comme des chocs. Mais n'était-ce pas la meilleure façon de faire face à ces chocs-là? Parce qu'on n'a pas prévu un budget pour ces chocs. Quand ça vient, il faut les minimiser pour mieux faire face à ça. Je ne refuse pas ce que vous dites, mais je dis ceux qui sont commandes de l'action publique ont minimisé ces chocs. Donc ce n'est pas à nous qui sommes en dehors qui vont leur donner plus d'importance qu'il n'en faut. Nous ne serons pas plus royalistes que le roi. C'est tout ce que je dis. Maintenant, quand j'évoque les autres secteurs sensibles, à part la santé, ou même dit que c'est vrai que le personnel est là maintenant, qualifié est là, mais que c'est toujours préoccupant et qu'il y a tellement de choses à faire à ce niveau. Vous voyez que même pour vous faire soigner au Sénat, je ne suis pas un spécialiste. Si vous n'êtes pas là à 5 h du matin, vous n'avez pas de chance d'être soigné ce jour-là. Au Sénat, je suis tout prêt. Mais ce problème-là date déjà de plus de 30 ans. Nous parlons de 2016. Oui, on est d'accord, mais ça ne peut pas être réglé en 5 ans. Vous trouvez tellement d'excuses faciles. Non, pas des excuses, mais on comprend qu'en 5 ans, c'est difficile de gérer ça. Le PAG, c'est eux. Et c'est eux qui ont dit qu'ils ont la capacité de mobiliser les fonds pour ça en 5 ans. Ce n'est pas vous et moi. C'est eux qui l'ont dit. Aujourd'hui, vous voyez les secteurs vitaux où on reconnaît aujourd'hui. Le chef de l'État le reconnaît. Et vous voyez même que son discours a changé. Il est devenu même plus conciliant, plus doux, plus réaliste que par le passé. Aujourd'hui, un secteur clé comme la santé, on dit qu'il y a tellement de choses à faire. Vous voyez le secteur, par exemple, de l'Internet, où le gouvernement misait sur la dématérialisation, où des sommes énormes ont été investies dans la connexion Internet. Aujourd'hui, le chef de l'État nous dit que ça devient encore un rêve pour la plupart des Béninois. Tout ça là rime à quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce n'était pas ça la solution. Voilà le problème de la formation professionnelle. On dit aujourd'hui que la solution, c'est de faire bien griffe tout ce qui est comme enseignement général, de le remplacer par des lycées, écoles supérieures d'enseignement technique. C'est ça la solution, vous pensez? C'est tellement simple, c'est tellement banal. C'est des secteurs essentiels où on nous a vanté le bien pendant tout le temps. Et à la fin, on vient nous dire que maintenant que ça n'a pas marché, je trouve que franchement, quand même. Non, mais c'est oui, j'aimerais juste ajouter, tout à l'heure, quand je disais que 5 ans, c'est trop demandé de réaliser toutes ces réformes en 5 ans. En fait, oui, nous sommes rendus compte, je parle de la population quand je dis nous, que 5 ans, ce n'est pas suffisant, mais eux aussi, le gouvernement, ils s'en sont rendus compte que 5 ans, ce n'est pas du tout suffisant pour faire toutes ces réformes-là. Mais le point sur lequel je pense qu'on ne pourra pas accuser le gouvernement, c'est d'avoir essayé. C'est ça. Parce que je pense que les réformes ont été entreprises. Moïse ne dira pas le contraire. On pourra peut-être dire que ces réformes n'étaient pas judicieuses. Ah non, il y a des questions. Toutes les réformes n'ont pas été judicieuses. Oui, il y a des réformes très mal pensées. C'est tout à fait ce que je dis. C'est tout à fait ce que je dis. Je ne dis pas que toutes les réformes ont été... Mais au moins, il y a eu des réformes pour changer les choses. Il y a eu des tentatives, c'est clair. Quelque chose a été fait. Mais ce n'était pas ça. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au-delà de ce que vous pouvez reprocher, c'est qu'il y a quand même eu des avancées. Tous les gouvernements ont fait des avancées. Donc ce n'est pas chose extraordinaire. Non, ce n'est pas des avancées. Mais le chef de l'État nous informe de ce qu'aujourd'hui, 2 Béninois sur 3 ont l'eau potable. C'est là encore, c'est discutable. Même dans Cotonou, tout à Papa, il y a des quartiers entiers dans Papa qui n'ont pas l'eau potable jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont à Papa depuis 10 ans, qui sont obligés de veiller la nuit, qui attendent 2 à 3 heures pour voir un filet d'eau sortir de leur robinet. Là, je parle de Cotonou. Allez dans Calavi. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a le château d'eau de Cotonou dans Calavi. Des gens sont à proximité de ce château d'eau, ils n'ont pas l'eau. Donc, ces chiffres de 2 sur 3, pour moi, c'est contestable. C'est contestable. Très contestable. Moi, je vais juste dire que pour contester ces chiffres, il faudrait peut-être avoir des chiffres contraires. Vous voyez, les coins dont j'ai parlé, c'est là où il y a beaucoup de concentration humaine. Tout à fait. On dit qu'on a investi dans l'eau, dans les collines, ou des endroits où il y a très peu de personnes, où il n'y a pas une forte concentration humaine. Je constate que là-bas, ça va mieux qu'hier. Mais à Cotonou, il y a beaucoup de personnes, où le château d'eau est à proximité. Comment je peux être à côté d'un château d'eau et manquer d'eau? Comment je peux être à Cotonou, à Papa, et attendre 2h, 3h du matin pour avoir un filet d'eau dans le robinet. Le problème serait depuis tant d'années. Le problème pourrait s'expliquer par la vétusté également. Mais pourquoi au niveau de l'emploi, nous ne sommes pas des chiffres? On nous dit que c'est très préoccupant. Pourquoi, si on peut sortir 2 sur 3 pour l'eau, donner le chiffre des chiffres sur l'emploi pour qu'on voit ce qui a été fait? Pourquoi on ne fait pas ça à ce niveau? Moi, pour en revenir à ce qui a été dit clairement dans le discours, moi, ce que j'ai surtout noté, et je pense que c'est un peu sur ça que s'accentue mon confrère, c'est qu'il y a eu dans le discours plus de points d'ombre sur les secteurs économiques que de points positifs en fait. Et moi, personnellement, quand je l'ai lu, je ne me suis pas automatiquement dit « Ah, finalement, ils n'ont rien réalisé et tout ». Je me suis dit « Ah, finalement,
ils sont venus et ils nous ont dit clairement ce qu'ils ont fait et ce qu'il reste à faire. Quand on voit le discours du chef de l'État, on se rend compte qu'en réalité, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça, je le dirai toujours. Maintenant, ce qui a été fait, il faut le saluer. Quand on parle de l'eau potable, par exemple, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai personnellement eu des difficultés, par exemple, à réaliser un raccordement d'eau potable quelque part à Porto-Novo. Et en fait, ça m'a fait me rendre compte qu'en réalité, il y a des problèmes. Mais quand le gouvernement dit 2 sur 3, quand le gouvernement dit 2 Béninois sur 3 ont accès à l'eau aujourd'hui, je pense qu'avant de contester ces chiffres, il faudrait peut-être ne pas uniquement se baser sur ce qu'on a chez nous, mais surtout essayer de réaliser peut-être une compte enquête. Je ne dis pas que le gouvernement a raison qu'il dit ça. Un gouvernement va forcément donner les chiffres qui l'avantagent. Ça, c'est clair. Mais avant de contester ces chiffres, il faudrait disposer de chiffres exacts. Pour essayer de conclure, moi, je vais noter que dans le cadre macroéconomique, sur le plan des indicateurs macroéconomiques, que ce soit croissance, inflation, secteur clé de l'économie, il y a eu de gros chiffres, de très bons chiffres. Mais quand on descend sur le plan socio-économique, vous verrez qu'il y a beaucoup de disparités, qu'il y a que tout le monde n'arrive pas encore à manger à sa faim, que les commerces de nombreuses personnes ont été malheureusement dissous. Il parlait tout à l'heure des emplois qui ont disparu. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de cas comme ça et certains, par exemple, pour le budget 2021 qui a été voté à 41% social, je me dis que oui, certains diront que comme c'est le dernier mandat, la dernière année, il faut maximiser sur le social pour les élections prochaines et tout. C'est peut-être ce genre de choses qu'il faudra reprocher au gouvernement. Voilà. Moïse? Non, je reste sur ma faim sur le plan socio-économique, je reste énormément sur ma faim. Parce que vous voyez, la politique, c'est le champ le plus vaste de la charité. Mais vous attendiez à ce qu'en 5 ans, tout le problème soit réglé? C'est eux qui ont dit ça, ce n'est pas moi. C'est eux qui l'ont dit. Je n'ai pas dit ça à leur place. C'est eux qui l'ont dit en décembre 2016 quand ils présentaient le PAG. Et malgré les 8 mois de retard qu'ils ont accusé pour sortir le document, ils nous ont dit que pour le reste du temps, que tout ça c'est faisable, que tout ça sera fait, qu'ils ont la capacité de tout mobiliser. Quand à la fin, au lieu de nous faire un bilan positif, on nous parle de perspective, c'est que pour moi, ça n'a pas marché. Je ne dis pas que les efforts n'ont pas été consentis. Un bilan perspective, c'est beaucoup plus se remettre en cause. Un bilan actuel devait nous dire, voilà, on a fait tout ça. Mais malgré tout ça, on constate. Mais durant la tournée, le chef de l'État a pris le temps d'expliquer aux populations ce qui a été fait. Est-ce qu'il faut encore revenir dans ce discours? On parle de discours sur l'état de la nation. Et je constate que les 4 ans et demi qui sont écoulés n'ont pas permis d'accomplir les grands rêves qui nous ont été présentés. Certes, quelque chose a été fait, mais c'est bien loin de combler les grosses attentes, dont celle justement de l'emploi. L'emploi, c'est une question trop importante, trop cruciale. Beaucoup nous disent après 5 ans que c'est encore très préoccupant. Pour moi, c'est que ce sont des thèmes qui passent mal, que je ne perçois bien dans mes oreilles. Vous voyez tous les milliers, les dizaines de milliers qui sont déjà formés. Enseignement général et tout, qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui. On nous dit maintenant que pour ceux qui vont venir, on va rattraper. Et les centaines de milliers qui sont là, on fait quoi pour eux? C'est le PSU là, ils vont prendre combien dedans? Et le reste, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit rien à propos. Alors que c'est ceux-là, justement, la force de vie, la jeunesse, qui est prête à travailler. Qu'est-ce qu'on veut faire de tout ce monde-là? C'est le désespoir qu'on veut les vendre, bien c'est l'attente. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire quand même que l'espoir est encore permis pour 2021? Il ne faut jamais désespérer. Quel que soit le tableau sombre lugubre qu'une situation peut présenter, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais désespérer de la vie. Il faut toujours croire que les choses vont s'améliorer, vont bouger. Je suis toujours dans cette dynamique-là. Mais je suis peiné de constater que les actions, les petites actions qui ont été enclenchées ces dernières années n'ont pas permis de bouger substantiellement. Je veux espérer, quel que soit le cas de figure l'année prochaine en termes de la présidentielle, que sur ce plan au moins, beaucoup de choses vont bouger pour qu'enfin ceux qui ont les bras valides, ceux qui ont la connaissance et qui sont dans l'âge où il faut travailler pour se réaliser, s'épanouir, puissent avoir l'occasion justement de démontrer leur savoir-faire. 2021, beaucoup d'espoir. 2021, il l'a dit tout à l'heure, il ne faut jamais désespérer. Je pense qu'en 2016, on avait beaucoup d'espoir. Certains espoirs ont été déçus en 2020 actuellement. Et en 2021, on aura encore de l'espoir. Peu importe la personne qui sera à la Marina au thème de la prochaine présidentielle, on espère quand même que ce qui a été fait de 2016 jusqu'à maintenant servira de tremplin pour poursuivre des actions encore plus fortes. Il y a des choses quand même que je vois difficilement
un nouveau président contesté, comme par exemple arrêter tous les chantiers d'asphaltage. Je ne pense pas qu'un président voudrait faire ça. Par exemple, le projet H, qui est un très bon projet qui n'a malheureusement pas encore été mis en place, des projets de cantines scolaires. Voilà, toutes ces choses-là devraient servir de tremplin au prochain gouvernement, que ce soit le même ou que ce soit un gouvernement différent. Merci à vous, chers confrères. Moïse Oussoumou, très critique ce matin. Moutiou Adjibidourou, merci d'être passé. On croise les doigts donc pour que 2021 nous apporte encore plus de défis, nous sorte encore plus de la précarité, notamment les personnes les plus démunies. À présent, on installe le dossier de la semaine. Des réformes, il y en a eu durant ce quinquennat 2016-2021. À l'heure du bilan, on s'interroge sur les acquis, les difficultés et les perspectives pour le Bénin révélé. Mais avant d'en parler, suivons cet élément réalisé par Patrick Adjagodjou. Des avancées remarquables sont enregistrées dans tous les secteurs d'activité en 5 ans de gestion du pouvoir par Patrice Talon. À travers son 5e et dernier discours de fin de quinquennat devant les députés au Parlement, le chef de l'État a noté que le Bénin va bien sur le plan économique et la tendance des performances est haussière et résiliente. Notre environnement économique dispose désormais des atouts permettant l'investissement national et international créateur de richesses et d'emplois. Notre port, notre aéroport, nos routes, l'énergie électrique, l'eau, l'Internet, nos infrastructures marchandes, tout cela en cours de développement et de modernisation, ajoutés à nos lois et règlements d'une attractivité sans pareille, sont pour nous autant de facteurs de développement économique désormais certains. Le sous-secteur des petites et moyennes entreprises, comprenant les artisans et les exploitants agricoles, bénéficient depuis peu d'importantes lignes de financement et de garantie mises en place par l'État. Le président de la République a fait observer que l'État béninois s'est investi depuis 2016 à offrir un emploi décent et durable à chaque Béninois capable de travailler, malgré le taux de chômage sans cesse croissant. Patrice Talon promet inverser la tendance dans le domaine socio-économique et de l'emploi. Le chômage reste élevé malgré le grand nombre d'emplois créés dans notre pays ces dernières années, aussi bien dans le secteur privé que public. Mais l'espoir du plein emploi est désormais permis à moyen terme en raison de notre nouvelle dynamique globale et surtout de notre nouvelle vision éducative. Patrice Talon se félicite également d'avoir instauré une gouvernance qualitative des affaires publiques axée sur l'éthique et la responsabilité. Une gouvernance dont les fruits sont reconnus à l'international. Notre pays n'est plus un pays très pauvre, à faible revenu, depuis lors. Il est passé en 2020 dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Les effets d'un tel engagement collectif étant de plus en plus visible, le Bénin est cité et respecté à l'international et nous avons retrouvé notre dignité. Au vu de la dynamique et les investissements en cours, Patrice Talon a promis au peuple béninois l'eau potable pour tous, l'énergie électrique, des réformes structurelles dans le secteur de l'éducation, le retour imminent de Bénin Télécom, la prise en charge sanitaire convenable à chaque Béninois, y compris les plus démunis. Ce fut un discours bref dans lequel le chef de l'État a dressé un bilan sommaire des grands axes des réalisations de son programme d'action. Sur le chemin du développement. Et vous l'avez compris, donc, on s'intéresse encore dans cette spéciale au message sur l'état de la nation du chef de l'État. Et pour en parler, on reçoit pour vous un professeur d'économie, Albert Onkou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et pour conduire cet entretien, Patrick Adjagodjou est également en place. Patrick, bonjour. Bonjour, Ulvaïus Balogun. Bonjour, chers téléspectateurs, chers invités, Albert Onkou, bonjour. Bonjour, Patrick. Avec vous, nous allons décrypter le dernier discours du président de la République, Patrice Talon, sur l'état de la nation
du 29 décembre 2020. Un discours dans lequel le chef de l'État a rappelé les réalisations à mettre à l'actif de son quinquennat. Selon lui, le Bénin se porte mieux qu'il y a 5 ans. Ma première question à vous, en qualité d'enseignant économiste, comment percevez-vous ces propos du chef de l'État? C'est un propos... ce sont des propos qu'il faut mettre dans un contexte donné. Il est le président de la République. Tout à fait. Il a pris les rênes du pouvoir depuis 5 ans environ, depuis 2016. Tout à fait. Vous ne vous imaginez pas qu'il se présente maintenant pour dire que le Bénin se porte mal. Donc, ça n'a pas de sens. Et en dehors de ça, il y a les échéances prochaines. Tout à fait. Donc, c'est normal qu'ils disent que, que le Bénin se porte mieux. Maintenant, cela dit, il faut, généralement, quand on parle d'économie, il faut 2 appréciations. Il faut une appréciation macroéconomique, où quand on parle de macroéconomie, là on parle des agrégats, le PIB, tout ce que les Béninois produisent. Est-ce que les Béninois trouvent d'emploi en général? Est-ce que les prix ont augmenté ou stagné? Ce sont des aspects qu'on voit. Or, quand on dit par exemple, est-ce que globalement la production a augmenté? Puisque on somme la production de tous les Béninois, ça veut dire qu'il y a des Béninois dont la production peut-être a diminué et il y a d'autres Béninois dont la production a augmenté. Mais si globalement ça a augmenté, on va dire que pour le pays, la production a augmenté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des poches ou des individus qui souffrent beaucoup plus. Donc c'est en cela qu'il faut voir ça. Donc le président dit que le pays se porte globalement mieux. Oui. On est d'accord que quand on voit les indicateurs macroéconomiques, c'est le cas. Mais quand on commence à voir certains indicateurs sociaux, on a l'impression qu'il y a certains Béninois qui continuent de souffrir. Mais est-ce que tous les Béninois peuvent aller bien au même moment? Est-ce que tout peut aller pour tout le monde au même moment? Je suis parfaitement d'accord parce que parmi les Béninois, il y a toutes catégories. Hein. Tout à fait. Il y a des handicapés, il y a des paresseux, il y a des travailleurs. Oui. Tout le monde ne peut pas aller mieux. Mais généralement, on est dans une optique de comparaison. Un exemple que je donne pour essayer de dire aux gens que, bon, il faut tempérer notre joie. C'est par rapport à la pauvreté, par exemple. Quand on veut dire la pauvreté, surtout l'incidence de pauvreté, on définit un seuil de pauvreté. Et tous ceux dont les revenus ou les niveaux de consommation sont en dessous de ce seuil-là sont considérés comme pauvres. En 2015, par exemple, on a dit que le taux de pauvreté au Bénin, c'était 40,1%. En 2019, avec une étude faite par l'INSAE, avec l'appui de l'UEMOA et de la Banque mondiale, on est arrivé à 38,3%. Ce qui veut dire qu'en termes de taux, on peut dire que les choses se passent bien au Bénin. Mais quand vous allez beaucoup plus en profondeur, et puis vous dites maintenant, on prend l'ensemble des Béninois, nous sommes à peu près 12 millions. Mais en 2015, on n'était pas 12 millions, on était moins. Et on a un taux de croissance démographique qui tourne autour de 3%. Quand vous cumulez ça sur les 4 années, vous êtes autour de 13% de croissance démographique. Alors que le taux de pauvreté a diminué seulement de 3%. Ce qui veut dire qu'il y a 10% de plus de pauvres. Et que quand vous l'amenez, par exemple, aux 12 millions de Béninois, vous dites, entre 2015 et 2019, il y a près d'1 million supplémentaires de pauvres au Bénin. Donc, ces pauvres-là, quand vous les voyez, quand vous voyez un chiffre comme 38,3%, vous allez dire, mais par rapport à 40%, on a fait mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup plus de pauvres au Bénin qu'il y en avait avant. Mais ceux-là qui souffrent, en supplément de ceux qui souffraient avant, ils ne peuvent pas dire, eux autres, ils ne peuvent pas être contents. Tout ce qu'on veut, c'est que on réduise la pauvreté de façon globale. Tout au moins la pauvreté absolue. Même si ce n'est pas la pauvreté relative. Parce qu'on est toujours pauvre par rapport à quelqu'un. Parlant de pauvres, le Patrice Talon a dit que le Bénin n'est plus un pays très pauvre. Il y a quelle différence entre un pays pauvre et un pays très pauvre? On veut bien comprendre. Oui, bon, c'est généralement en termes de revenus. Évidemment, le président en disant ça, il faisait référence un peu au classement qu'on a eu par rapport au PIB.
peut-être en juillet 2020 ou 2019, que la Banque mondiale a essayé de faire en nous classant dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure. Alors, j'étais déjà intervenu sur cet aspect, j'ai dit, bon, sans être un rabat-joie, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas que les gens soient joyeux. Tout à fait. J'ai dit, bon, ça, il ne faut pas trop s'en réjouir. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les limites, 1035, pour être dans la catégorie des revenus intermédiaires, tranche inférieure, je crois que c'est entre 1035 et 4445 ou quelque chose comme ça. 4445. Et le Bénin est autour de 1250, donc très proche de la borne inférieure. Donc il suffisait d'un choc. Il faut voir la pandémie par exemple qui a tout rabaissé. Tout à fait. Et donc quand on va faire le classement en juillet 2021, je ne sais pas si on sera risque. Et le problème quand on parle de revenus intermédiaires, c'est que quand vous dites que vous êtes beaucoup plus riche, on dit qu'il faut qu'on vous applique les règles de marché. Parce que sur le marché international de crédit, par exemple, il y a les fonds de l'Association internationale de développement, qui sont des fonds concessionnels. Donc, quand vous donnez ces fonds-là, il y a une forte composante dont, avec des taux d'intérêt de 0,4%, etc. Maintenant, si vous dites que vous êtes relativement riche, on dit, mais tiens, il faut que vous allez sur le marché pour avoir des crédits beaucoup plus élevés. Mais le Bénin... Alors que si vous êtes très content en disant, bon, nous sommes dans les revenus intermédiaires, alors que vous savez que c'est quelque chose qui est très fragile et qu'on n'a pas eu d'avancée notable, les gens vont vous mettre dans des catégories et vous allez payer des dettes et puis avec des intérêts élevés. Le Bénin sous Patrice Talon a prouvé qu'il a la capacité d'aller sur le marché financier pour mobiliser des ressources. Oui, je suis d'accord. Le problème c'est quoi? Sur le marché international, il y a l'offre de crédit. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui veulent placer. Bon, quand vous voyez les pays développés, par exemple, ces pays-là, quand ils veulent prêter généralement, c'est des taux très faibles, parfois même très proches de zéro. Donc, si par exemple au Bénin, on est prêt à leur donner 4%, 5%, ils sont très contents. Maintenant, ils vont voir certains indicateurs. Est-ce que ce que vous avez en termes de recettes fiscales vous permet de servir la dette, de payer le service de la dette? Nous l'avons prouvé. Oui, mais vous payez, mais le problème c'est quoi? C'est simple. Le problème de la dette, il faut comprendre la dette de deux manières. D'abord, il faut dire que la dette, c'est de l'impôt différé. C'est-à-dire, l'État emprunte et investit dans les infrastructures en attendant que la production des années prochaines permet de dégager en termes de fiscalité pour pouvoir payer la dette. Donc, cette dette-là est payée par les impôts. Donc, si vous avez une dette à taux d'intérêt élevé et que quand ça rentre dans le pays, vous faites des investissements dans des secteurs qui ne rapportent pas automatiquement et que le contribuable ne paie pas assez d'impôts, c'est que quand vous allez collecter les impôts, au lieu de les réinvestir à l'intérieur, vous les utilisez pour payer le service de la dette. Donc, le fait qu'on vous prête, parce qu'on sait que vous avez quelque chose qui est proche et qu'on va reprendre, ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez beaucoup plus de crédibilité. Ça veut dire qu'on sait que vous pouvez pressurer vos citoyens, vous pouvez pouvoir payer la dette en retour. Donc, c'est pourquoi il faut rentrer dans cette dette-là et dire, bon, nous nous endettons, c'est très bien. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Est-ce que ça permet de booster l'activité de telle sorte que les citoyens puissent avoir un revenu élevé dont on va prélever une partie pour pouvoir payer cette dette-là. C'est là où le raisonnement. Dans le discours du chef de l'État, il a cité aussi les progrès enregistrés dans le domaine de l'eau, de l'électricité, sur les chantiers du plein emploi, vous le disiez tout à l'heure, de la santé, de l'éducation. Il a fait des annonces avec un calendrier très précis. En tant qu'économiste, est-ce que vous confirmez que le Bénin tient toujours bon dans tous ces domaines? Non, bon... Là, vous citez ce qu'on peut appeler les secteurs sociaux, surtout l'éducation, la santé, etc. Et sur ce plan, j'ai vu que le président était assez humble et j'ai beaucoup aimé ça. Il a dit que dans ces secteurs-là, tout ne va pas encore pour le mieux, mais que les perspectives sont bonnes, que tout ira mieux, c'est normal. Maintenant, un thème que j'ai développé, c'est par rapport à la question d'inadéquation formation-emploi. Vous savez, les questions de l'école sont des questions très difficiles.
on a dit l'école qui était créée, c'était une école de colons. Et puis dans les années 70, ou bien après la Révolution, on a fait une école nouvelle. Et puis après, on a vu que ça ne marche pas, on est revenu encore à certains fondamentaux. Et pourtant, on est toujours un peu en arrière. Mais moi, je pense que le gros problème qu'on a pour le problème d'inadéquation formation-emploi, c'est qu'on n'investit pas suffisamment dans l'éducation. Je vous donne un exemple. Au Bénin, par exemple, vous avez un amphi qui a 3000 étudiants et que les étudiants ne savent même pas là où ils vont s'asseoir, ils n'ont pas assez d'enseignants. Le constat est palpable à l'université. Ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont rien. Mais si vous envoyez un enfant en Europe, peut-être que c'est 20 000 € que vous dépensez par an. Donc, si vous prenez ces 20 000 € là et vous multipliez par le nombre d'étudiants au Bénin et vous voulez dépenser la même chose, on aura la même expertise. Parce que nous qui sommes ici, on a étudié avec des Blancs. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. De toute façon... Mais donc, ce n'est qu'une affaire de contexte, ce n'est qu'une affaire d'environnement. Et dans le contexte béninois, vous savez, le gouvernement a fait beaucoup dans les domaines sociaux. Oui, quel domaine par exemple? Non, on sait par exemple que dans le domaine de l'éducation dont vous parlez. Non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. Non. Le président même l'a reconnu. Il a dit que ce que nous sommes en train de faire, on va transformer certains collèges en trucs professionnels. Et là encore, il faut faire extrêmement attention. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des apprentis menuisiers qui sortent ou des apprentis... Mais c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Ou des apprentis tailleurs, couturiers qui sortent et qui sont obligés de faire de taxi-moto. Donc ça veut dire que dans ce texte, il y a quand même un chômage endémique. Et que le fait de former des professionnels, ça ne veut pas dire que tout le problème est résolu. Aujourd'hui, réfléchir à l'adéquation formation-emploi, qui est justement l'axe sur lequel le gouvernement est en train de travailler, c'est plutôt bien pour que l'avenir de l'emploi soit, que le secteur de l'emploi soit beaucoup plus... Oui, la question de l'adéquation formation-emploi, je vous ai dit, c'est un gros problème parce que c'est éminemment politique. D'accord. C'est-à-dire, il y a certains acteurs qui veulent montrer que d'autres acteurs ne font pas bien leur travail. Je vois. Parce que quand vous prenez les diplômés, il y a quand même 3 catégories d'acteurs. Il y a l'université, et puis il y a le secteur privé, et puis il y a l'État. Je vous ai parlé tout à l'heure des universités qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les équipements, qui sont obligés d'entasser beaucoup d'étudiants dans les classes. Qui ne sont pas faites pour l'enseignement. Donc, vous voulez quel produit? Et ce tort-là, ça vient de qui? Ça ne vient pas de l'université. Ça vient de l'État. Maintenant, il y a des gens qui sortent et qui ont besoin de stages pour se perfectionner. Parce que l'école, ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas comme un lieu d'apprentissage où vous voyez le maître faire et après vous faites. Donc, après, quand les gens sortent, il faut qu'ils s'essaient dans les entreprises. Mais on a un tissu industriel étriqué. Moi, j'ai été directeur de l'ENEAM. C'est là où vous voyez que quand les étudiants veulent aller en stage, que c'est un gros problème. Ils ne trouvent pas d'entreprise. Certaines entreprises qui essaient de dire, on va prendre des vagues, on va prendre 5 d'abord, après on va prendre ainsi de suite. Et avec le programme spécial, le PSIE aujourd'hui, est-ce que... Résoudre le problème de l'emploi. PSIE, je connais bien le coordonnateur, j'ai participé à certains recrutements. C'est un programme qui est intéressant. Qui est prometteur. Mais c'est un programme très élitiste aussi. Je ne sais pas combien ils vont recruter, ils ont dit 2000, mais... Parce qu'il y a quand même là un certain nombre d'acteurs. Il y a un certain nombre d'acteurs. Il y a PCE qui va dire, bon voilà, le produit que je vous propose c'est bon. Il y a l'entreprise qui a le dernier mot et qui font d'autres têtes de recrutement. On peut bien noter, les autres ils vont dire, bon, nous autres on ne veut pas. Et PCE va faire quoi? Donc là encore... Il y a encore beaucoup de réflexions. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois... nous avons de réels problèmes et qu'il faut chercher les solutions vraiment idoines. Il faut chercher des solutions réfléchies. Le fait d'envoyer des gens à l'étranger, ça c'est une mauvaise solution. Ah d'accord. Oui, même si hier on a pris une loi pour dire qu'il doit revenir, c'est une mauvaise solution. Les gens vont rester à l'étranger. Et c'est comme si on prenait notre argent pour subventionner l'étranger, les gens qui ont déjà les moyens. Et on les subventionne de plusieurs manières. Ils ont des écoles qui sont désaffectées. Le fait d'envoyer nos enfants, ça leur permet de garder ces écoles et de payer les enseignants et de dire, bon, ils règlent le problème d'emploi. Après, les gens travaillent sur les équipements que nous n'avons pas ici. Et puis, ils les prennent parce que ce que nous envoyons à l'étranger, c'est notre crème. C'est notre intelligence que nous envoyons à l'étranger. Et puis, ils les gardent. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui sont associés
à ces bourses-là. Et moi, j'aurais voulu qu'on crée des écoles élitistes au Bénin, comme on en crée déjà. À Savalou, il y a une école d'ingénieurs. Tout à fait. Et qu'on concentre les moyens, quitte à peut-être importer des gens de la diaspora qui vont donner des formations, ou bien même si c'est des Occidentaux, qu'on leur paie un séjour et qui viennent former les gens. Et là, on sait que les équipements sur lesquels ils vont travailler déjà sont là et sont dans ce contexte-là, au lieu de prendre notre argent pour envoyer des gens à l'extérieur. Bon, c'est peut-être une solution du gouvernement, mais il y a quand même qu'on a pu observer, dans le secteur de la création des entreprises, on a pu observer quand même un boom aujourd'hui d'entreprises qui sont créées. Oui. Ce qui permet un climat des affaires plus ou moins favorable. Dynamique. Oui. C'était sur l'un de vos plateaux. J'étais avec le DG de la pièce. Oui. Et je lui présentais la notion de coût de création d'entreprise et coût d'utilisation d'entreprise. Dans ce domaine, il y a beaucoup de réformes. Mais c'est-à-dire que vous prenez, on dit, bon, l'entreprise pour créer, c'est gratuit. D'accord? Mais il y a récemment, j'ai assisté quelqu'un qui a créé une entreprise, il a dépensé au moins 100 000 francs déjà. Donc, dans la création? Oui, dans la création. Oui, parce qu'il y a ces frais-là, on va dire, bon, il faut faire ça, et puis finalement... Mais techniquement, dans la création, techniquement, on le paye... Oui, mais il y a des choses qu'il faut payer. Et surtout, si vous hasardez pour dire que vous allez avoir un capital, il faut déposer de l'argent à la banque. C'est quand même l'économiste qui parle. Donc, ça, c'est un. De deux, il faut savoir que dans notre système aussi, où les appels d'offres ont tendance à être concentrés, vous pouvez avoir une seule personne qui a 10 entreprises, qui a 50 entreprises, simplement pour postuler à des marchés, pour simuler la concurrence qu'on demande et pour avoir des marchés. Donc, le fait de voir à la pièce un grand nombre d'entreprises se créer, ça ne signifie pas que le climat des affaires est favorable. Il faut peut-être aller au service des impôts pour voir comment ça augmente d'année en année, combien d'entreprises, de ces entreprises et comment ça se passe. Un dernier mot en termes de perspective, parce qu'il y a le budget 2021 qui est là à 42. Oui, tout à fait. Il y a également qu'on a été les chocs exogènes auxquels on a été confrontés durant l'année 2020, les frontières, tout ça, il faut désormais réorienter peut-être. Oui, bon. Pour les frontières, j'ai dit, bon, on n'a pas aussi résisté que ça. Ou on a des choses automatiques qui nous permettent de résister. On a un secteur informel très développé, une frontière très poreuse. Ce n'est pas comme entre les États-Unis et le Mexique où on a construit un mur. Tout à fait. Donc, à partir de ça, on a résisté à partir de ça. Mais ça ne nous a pas empêché de perdre près de 2 points de croissance à cause de la fermeture de la frontière. Donc, ce qui veut dire que là aussi, il y a beaucoup de... moi, je pense qu'il faut faire 2 raisonnements, 2 choses. Premièrement, il faut que nous nous préoccupions de notre voisinage. Il ne faut pas que nous disions que le Nigeria, on n'en a pas besoin, le Burkina, on n'en a pas besoin, ou le Niger, ça ne veut rien dire. Parce qu'on n'a pas une industrie très développée. Si nous devons exporter, c'est plus facile pour nous d'exporter vers le Nigeria, le Niger, le Burkina que d'exporter vers le... Donc, notre voisinage... va nous préoccuper. Est extrêmement important. Deuxième chose, quand le gouvernement veut faire ses réformes, il faut qu'il s'intéresse à l'inclusion. C'est-à-dire, vous mettez quoi dans l'inclusion? C'est-à-dire comment on ne laisse pas certaines personnes sur le quai. Moi, par exemple, j'aurais voulu qu'on approfondisse la décentralisation, la déconcentration. Il y a 2. Je peux donner des exemples. Par exemple, j'ai une petite qui a appris la coiffure, qui doit prendre son diplôme. On a dit que c'est gratuit, mais il faut qu'elle aille à l'ADA pour prendre ça. Et à l'ADA, à le retour, c'est 4 000 francs. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est plus gratuit. Pourquoi ne pas amener ça à l'arrondissement ou à la mairie de Calavi, et puis les gens vont prendre leur truc. Donc il y a ces genres de choses qui ne disent rien à personne, mais quelqu'un qui ont forcément un impact. Oui, qui ont forcément un impact. Donc quand on veut faire une réforme, il faut dire qui sont les gens qui sont exclus, qui sont les gens qui seront affectés et quelles sont les compensations qu'on peut faire. Quand on parle d'économie évolutive et dynamique, on n'exclut pas la question de l'énergie. Absolument. Oui, il faut dire que le gouvernement... L'énergie aussi, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, mais il faut beaucoup travailler sur le mix énergétique et savoir quel genre d'énergie il faut. Parce que moi, je paie une facture très élevée. Je sais, beaucoup de ménages seront exclus de l'énergie simplement parce que le coût est trop élevé. Tout à fait. Donc, tout à fait. Il n'y a même pas de concurrence dans ce secteur. Sur cet aspect, il faut beaucoup jouer.
Sinon, l'énergie sera disponible, mais du fait que le coût soit élevé, il y a toujours une minorité qui en bénéficie et l'autre n'en bénéficie pas. Vous avez sur le budget un mot à nous dire, qu'est-ce que vous auriez souhaité? C'est un budget consacré à plus de 40% au social. Oui, vous avez dit ça, j'ai dit, bon, il y a social dans social et qu'il faut... Il y a quand même le projet Arche qui est là, dirigé par un brillant collègue. Je suis d'accord, mais comme je dis, ils ont fait beaucoup d'expérimentations. J'espère que ça va se généraliser à grande échelle en 2021 et qu'on aura un impact plus grand. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que durant la crise pandémique, on a pu constater que le gouvernement est allé au contact des personnes vulnérables, qui ont de petits emplois, les emplois qui ont été les plus touchés. Ça, c'était une bonne politique. On a eu un impact négatif de la pandémie, mais on a eu un impact moindre par rapport au pays. Le président a eu un courage stratégique. Il a un courage stratégique parce que quand tout le monde s'affolait pour dire il faut tout fermer, il faut confiner, lui, il a réfléchi, il a dit il faut un cordon sanitaire. Ça fait qu'on n'a pas eu de cessation d'activité. On est encore à 2,3% de croissance, ce qui est inférieur au taux de croissance démographique, mais on n'est pas à une croissance négative, ce qui est déjà très intéressant. Je veux dire que le Bénin, globalement, ne s'appauvrit pas. Et ce courage stratégique, ça agit dans d'autres domaines aussi. Quand je parle du social, ça ne veut pas dire qu'il faut distribuer de l'argent comme on veut. Mais le fait de distribuer de l'argent aux pauvres dans certains contextes, ça peut être intéressant. Parce que le Bénin, l'économie du Bénin a plus de 60% informel. Et quand on parle de l'informel, surtout le petit informel, c'est généralement les ménages. Les ménages. Donc le fait de leur transférer de revenus, ça leur permet quand même de subir et de supporter le choc pandémique. Et quand on parle de choc, le Bénin a connu le choc exogène, pandémie, la frontière, très bien. Le chef de l'État a affirmé dans son discours que le Bénin a gardé le cap de la tendance. La tendance, elle est haussière et résiliente. On finit là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie, une tendance des performances qui est haussière et résiliente? J'en ai déjà parlé, j'ai dit, bon, on s'est endetté et que les frontières sont un peu poreuses, que les frontières n'ont pas été hermétiquement fermées. Si c'était fermé, on aurait le choc. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu un choc de près de 2%. Ça nous a coûté 2% de croissance. En 2019, on prévoyait un taux de croissance de 7,6%. Finalement, on a eu 6,9%. Or, la frontière a été fermée en août. Ce qui veut dire que même si c'était une prévision, on a quand même eu un choc. Et ça s'est poursuivi toute l'année 2020. Et après, il y a le choc de la pandémie de Covid-19 qui s'est ajouté. Donc, nous savons que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a beaucoup d'actions à mettre à l'actif. Surtout en matière de gouvernance, en matière de gestion d'un pays, ça ne peut jamais être facile. Merci à vous, Albert Oloku, pour tous ces éclairages. Ivaïs Balogun, merci. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci à vous, Patrick Kadiabodjou. Merci également au professeur Albert Oloku d'être passé sur ce plateau. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Toute l'équipe de la rédaction de BB24, l'équipe de coordination et de présentation de votre émission ainsi que l'équipe technique passe par ma voix pour vous souhaiter une heureuse année 2021. Portez-vous bien et à la prochaine.